Bonjour et bienvenue à ce troisième jour de formation au domaine Balayon à Kribi. Donc, la session du jour, la première session du jour, c'est les mécanismes de ce modèle de valorisation que nous avons appelé valorisation locale, comparativement à la valorisation financière internationale. Il faut dire que lundi, déjà, nous avons vu les fondamentaux et la genèse. Hier, mardi, nous avons fait les principes du modèle de valorisation. Aujourd'hui, donc, nous allons voir les mécanismes de ce modèle de valorisation. Alors, en introduction, nous commencerons par prendre la description du modèle, la description de ce module. Le développement de ce modèle de valorisation s'appuie sur des algorithmes sophistiqués et des calculs économiques. Ce module présente le style d'agencement qui fait aboutir non seulement à une quantification, mais surtout à un ciblage pour la réussite de l'ouverture du capital. Donc, ça veut dire qu'au-delà des principes qu'on a eu à voir hier, il y a des mécanismes, c'est-à-dire ces principes-là passent par des processus assez sophistiqués d'ingénierie financière, au-delà même du mindset, parce que les autres modules de ce programme, de ce modèle, permettent d'avoir un certain comportement ou une attitude conséquente pour pouvoir déjà accepter les principes et maintenant pouvoir, j'ai envie de dire, comprendre ou orchestrer les mécanismes qui vont permettre d'aboutir à un résultat qui est la valorisation. Donc, voilà un peu comment nous pouvons décrire ce module qui parle des mécanismes de la valorisation locale, un modèle que nous avons créé de toutes pièces à partir de l'année 2020. Et demain, nous aborderons justement ce modèle. Et dans ce qu'on va partager demain concernant ce modèle de valorisation locale, nous parlerons de l'historique. Alors, comme objectif de ce module, nous voulons matérialiser la création de valeur qui est l'essence même de l'entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat égale création de valeur, création de richesse pour aboutir finalement à la création d'emplois. À travers les principes hier, je pense qu'on s'est bien compris sur ce que c'est que les valeurs. Les candidats à la certification ou cette formation doivent, à l'issue de ce module, être capables de comprendre à un niveau conséquent le rôle que joue un porteur d'idées de création d'entreprise au sein de notre environnement. Dans notre société est conçue telle que, en fonction des difficultés, des challenges, des problèmes identifiés, il y a des personnes qu'on appelle les entrepreneurs, qui sont des créateurs d'entreprises en partant d'une idée. Donc il est question que ceux qui vont participer à cette formation puissent comprendre de façon conséquente, donc de façon idoine, puissent comprendre de façon utile quel est le rôle donc que joue un porteur d'idées au sein d'une société, dans notre économie. Et nos économies sont caractérisées par le sous-développement, par la pauvreté qui domine, sans que un degré important de richesse soit atteint. C'est pour ça qu'on parle de pays pauvres très endettés, de pays à revenus intermédiaires, de pays sous-développés ou de pays en développement. Donc, ce sont des caractérisations que les institutions internationales, en l'occurrence la Banque mondiale et le FMI, ont pu faire de certaines économies pour les caractériser avec toutes ces appellations.
Donc, ceci dit, il faudrait qu'on se comprenne aussi qu'un pays émergent, c'est un pays qui a atteint un niveau de développement comparativement à d'autres pays. Et nous pensons que nos économies, pour être émergentes, il faudrait donc comparativement à d'autres économies que nous atteignions un certain seuil. Par exemple, pour que le Cameroun soit émergent, ça ne sera pas un décret, ça ne sera pas une décision politique, ça ne sera pas une décision économique. Le Cameroun sera émergent parce que les indicateurs macroéconomiques auront atteint un niveau qui dépasse ceux des autres pays, ceux des autres nations. Et pour que ces indicateurs, pour ne citer que le PIB, pour que cet indicateur atteigne une certaine taille, il faudrait bien évidemment qu'on ait un certain nombre de personnes qui ont des fortunes, qui ont aussi atteint une certaine taille. Parce que la fortune d'un individu, que nous appelons ici entrepreneur, pour atteindre une certaine taille, il faudrait qu'il ait créé une entreprise et que son entreprise ait donc eu un certain résultat, ait eu un certain record. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle les ventes, pour en arriver plus tard aux bénéfices. Donc, c'est pour retracer tous ces mécanismes et ces paramètres ou valeurs économiques que nous prenons la peine aujourd'hui d'aborder ce point sur les mécanismes d'un système de valorisation. Et ce sont ces mécanismes-là qui vont permettre de matérialiser la création de valeur. Troisième point de notre introduction, que faire après ce module? C'est-à-dire tout de suite, après cette formation, quelqu'un qui l'a suivi doit être capable, doit faire quoi? Pas être capable de faire quoi? Il doit passer à l'action. En faisant quoi exactement? Alors, s'il est investisseur, il faudrait qu'après avoir suivi ce module, qu'il puisse être capable de penser sa politique de prise de participation. C'est ça qu'on appelle un investissement. Dans les startups pour sa gestion de portefeuille d'action. Et son portefeuille d'action constitue la gestion de son patrimoine. Il a fait un choix d'acheter des actions, de prendre des participations. En anglais, on dit equity. Et on a encore appelé ça hier, equity. Pourquoi equity et non equality? On a dit quoi? Equality. Donc pourquoi l'équité et pas l'égalité? On l'a vu hier dans l'un des principes. Le principe de la frustration, de gestion de frustration. On a vu que généralement les gens sont frustrés parce que au lieu d'être équitable vis-à-vis d'eux, on a été égalitaire. Et ça crée des frustrations. Et on a vu hier que nos entreprises se créent sur des frustrations. C'est pour ça qu'elles ne se déploient pas normalement. Donc, après cette formation, quelqu'un qui la suit en tant qu'investisseur doit être capable d'investir dans des startups afin que ces investissements dans les startups ou dans les entreprises, même les PME ou les grandes boîtes, soient dans le cadre d'une politique de gestion de leur patrimoine. Et leur patrimoine peut se retrouver dans un fonds d'investissement. Et on reconnaît qu'au Cameroun, par exemple, nos lois financières datent de 2016. La loi sur les OPCVM. Et nous avons deux types d'OPCVM. Nous avons les SICAV et les FCP. Les SICAV, c'est les sociétés d'investissement à capitaux variables. Les FCP, c'est les fonds communs de placement. Donc en fait, c'est des mots peut-être sachants ou savants, mais ça veut tout simplement dire fonds d'investissement. Donc ce n'est qu'en 2016 qu'on a eu au Cameroun des lois financières, des lois qui sont en faveur de l'investissement. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis les indépendances? Vraiment, ne me posez pas la question. Il faut bien qu'un pays ait une histoire, il faut bien qu'un continent ait une histoire. Et l'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire.
Au Nigeria, par exemple, ils en sont à ces lois financières depuis très longtemps, puisque la bourse de Lagos existe depuis très longtemps, et ainsi de suite. Alors, le corollaire pour le porteur d'idées, c'est de savoir tirer parti de son énergie, de son leadership. Alors, comment est-ce qu'un porteur d'idées peut tirer parti, peut tirer avantage, peut profiter de son leadership, de son énergie, de son effort? C'est tout simplement en attirant les investisseurs qui vont prendre les participations. C'est tout. Donc, celui qui suit cette formation, ce module, en tant que porteur d'idées, porteur de projet ou copromoteur ou promoteur d'une entreprise, doit savoir profiter de son temps perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'il sait profiter de son temps perdu, donc il doit savoir profiter de son temps perdu, de son réseau et de ses acquis. C'est vrai qu'on aura dû mettre les points virgule. De son leadership, comme on l'a dit. À côté de ça, il doit aussi savoir penser à un plan de libération des parts à chaque tour de table, jusqu'à l'introduction en bourse. Je crois que hier on a dit, ça veut dire planifier. Court, moyen, long terme. On a bien dit ça hier. Ça va planifier court, moyen, long terme. Alors, si un porteur d'idées de création d'entreprise doit penser à un plan de libération des parts à chaque tour de table jusqu'à l'introduction en bourse, ça veut dire qu'il a géré le court terme, le moyen terme, le long terme. Je me répète comme on s'est dit hier. Alors, ça correspond à quoi? Si en face, il a un investisseur, il faudrait maintenant que cet investisseur, de son côté, compatit aux besoins financiers réels des entreprises. Les besoins financiers réels à court, à moyen et à long terme. Et dans les mécanismes, on verra à quoi correspondent ces besoins financiers réels. Quel est le besoin financier à court terme que le porteur d'idées a planifié pour libérer progressivement? Puisqu'on a dit à chaque tour de table, premier tour de table, deuxième tour de table, troisième tour de table. Tout à l'heure, les mécanismes vont nous permettre de comprendre tout ça. Donc, compatir aux besoins financiers réels de l'entreprise. En tant qu'investisseur, après cette formation, il faut aussi savoir payer le prix pour avoir accès à l'opportunité offerte. Toi, tu lis bien. C'est qui a mal aux yeux, oui. C'est dans le groupe. Tu sors le support et tu peux le voir. Ok. Donc, savoir payer le prix pour avoir accès à l'opportunité offerte. L'opportunité offerte, c'est quoi? C'est qu'un porteur de projet, un porteur d'idées t'a appelé de venir participer à son entreprise. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu dois savoir profiter. Je pense que tu comprends bien. Donc, quand on a une entreprise, il y a des connaissances qu'on doit avoir. Et souvent, pour ces connaissances, il faut se faire assister par des experts. C'est pas compliqué. Si vous ne vous faites pas assister par des experts, il va de soi que la conséquence ou la suite, on la connaît. L'entreprise ne va pas durer. L'entreprise va faire 35 ans, 50 ans et elle va mourir. Alors qu'en temps normal, si on ne peut pas assister et qu'on se constitue bien, l'entreprise peut durer 300, 400 ans. Ok. Si l'investisseur doit savoir payer le prix pour avoir accès à l'opportunité offerte, ça veut dire que le porteur de projet a fait quoi? Ça veut dire que le porteur de projet s'est préparé à une forte contribution personnelle, fruit de la matérialisation de la richesse créée. Donc le porteur de projet, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant à travers cette initiation à la valorisation.
on dote les porteurs de projet Balayon, les parties prenantes du projet Balayon, à pouvoir se préparer à une forte contribution personnelle. C'est ce qu'on appelait l'effort, le leadership, l'énergie que vous dégagez, l'effort qu'on fait depuis, le prototypage qu'on a fait, les produits qu'on envoie aux États-Unis, au Canada. C'est un effort. Et tout ça n'est que prototype. Est-ce que les machines sont en continu actuellement? Non. Est-ce que c'est la grosse usine de notre rêve? Non. Est-ce que les 20 hectares que nous avons visités le mois passé sont des opérationnels? Non plus. Donc c'est ça la préparation qu'on est en train de faire. On fait cette préparation pour matérialiser la richesse créée. Et ça s'appelle le build to sell. Construire pour vendre. Il faut bien comprendre. Le build to sell. Construire pour vendre. Et je partagerai, si vous me rappelez, qui est Elon Musk. Il n'a jamais créé une entreprise. Amazon, Jeff Bezos, n'a jamais créé une entreprise. Les plus du monde là n'ont jamais créé une entreprise. Bill Gates n'a pas créé une entreprise. Ça, vous ne le savez pas. Parce qu'il y en a qui ont l'idée et qu'eux viennent seulement comme investisseurs. Et ceux qui créent l'entreprise, c'est pour vendre. Et quand eux-mêmes viennent accompagner le porteur d'idées, c'est pour aider à bien constituer, à encore bien emballer pour vendre. C'est ce qu'on appelle le build to sell. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Le porteur d'idées doit aussi pouvoir dimensionner une offre de vente d'actions en correspondance à l'attraction. L'attraction, c'est l'attirance qu'un projet doit avoir. Vous devez savoir vendre. Vous devez avoir une argumentation commerciale qui permet aux gens d'adhérer à votre projet. Il faut savoir se vendre. On a une traction. Donc le porteur d'idées doit être capable de dimensionner son offre de vente d'actions. Et quand il dimensionne bien son offre de vente d'actions, l'investisseur doit distinguer et faire la part des choses quand il faut s'impliquer au-delà de la normale. Ça veut dire que les codes que le porteur du projet envoie, il faut que l'investisseur comprenne. J'espère que vous vous retrouvez quand je suis en train de parler là. Je lis en alternant. Donc, il faut que le porteur, l'investisseur, distingue et fait la part des choses. Quand il faut s'impliquer au-delà de la normale. Bon, peut-être que il y a un déphasage. Et en même temps, le porteur d'idées doit aussi faire honneur à un cercle compris de personnes qui vont devenir noyau central. On a tout ça dans le principe. Le noyau dur. On a dit au début, au premier de l'étape, on doit faire appel à ses connaissances, aux gens qu'on connaît, à ses relations, à ses amis. Les gens à qui on a confiance, à qui on peut voler une confiance aveugle pour un début. C'est vers ces personnes-là qu'il faut partir. Il faut travailler une argumentation propre à un casting général à négocier. On l'a vu hier, les jeux de rôle politique. Comment il faut éduquer les enfants? Il faut encadrer leur cursus. Dans une famille riche, l'enfant ne choisit pas son école. Parce qu'on dit qu'il faut laisser les enfants choisir. Il y a un phénomène en Suisse. Vous connaissez les baby boomers. Le baby boom. Baby boom, c'est les années 60, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une vague d'accouchement. Et ce sont ces enfants-là qui, dans les années 70, ont fait la plupart des inventions qui ont révolutionné le monde. Pendant la guerre, on a tout détruit. Il fallait tout reconstruire. En Suisse, par exemple, j'ai rencontré un expert comptable, son nom camerounais, qui vit en Suisse. J'ai rencontré en 2018, il m'a dit qu'il y avait un phénomène. Tous ces inventeurs des années 60 et 70 sont en retraite, ils ont vieilli, ils meurent. Et les enfants refusent de prendre le relais. Les enfants refusent de prendre le relais. Le fils, c'est quoi? Médecin, avocat, et souvent c'est combien?
demande la fortune, son papa est fortuné, est riche, mais il refuse, il s'en fout de toute façon, et pas aujourd'hui, depuis très longtemps. On parlait comme ça d'un enfant qui a déjà 40 ans, 60 ans, souvent 70 ans. Son papa est là 90, 100 ans, il est vivant. Et qu'est-ce qu'on fait? Souvent on donne tout à une bonne, on donne tout à un ami, on donne tout à un enfant adopté, ou quand il n'y a personne, l'État le récupère. Un bien qui appartient à personne appartient à l'État. Donc ça c'est un cas, mais il y a d'autres cas où il y a ce qu'on appelle des fortunes familiales, où on a encadré tel que chacun suit un cursus qui est bien tracé. Et ça évite un certain nombre d'adversités, comme on dirait en termes de jeux politiques. Les investisseurs, pour finir, en termes de choses à faire, ils doivent savoir voir quand ajuster leurs demandes et arbitrer entre plusieurs choix à faire. Donc voilà autant de compétences qu'on va donner à l'issue de ce module. Ok. Comme sommaire, aujourd'hui, à travers les mécanismes de valorisation, nous allons commencer par le mécanisme de l'investissement ou dépense contre l'engagement qu'on appelle le leadership. Vous allez comprendre ce que c'est. Le mécanisme de l'investissement des dépenses contre le leadership. Qu'est-ce que ça cause comme dégâts au sein de nos entreprises? Quand on réduit tout à ce qu'on a vu, à ce qu'on voit, quand on réduit toute l'entreprise au patrimoine, aux dépenses qu'on a fait, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et c'est ça qui détruit nos entreprises. Parce qu'on réduit l'entreprise aux espèces, au paiement qu'on a fait, alors que l'entreprise va au-delà de ce qu'on a eu à dépenser. On va voir dans ce mécanisme-là. On verra aussi le mécanisme du taux d'ouverture et de la stratégie globale de financement. Vous verrez que ça correspond à certains principes qu'on a eu à voir hier. Le mécanisme du taux d'ouverture et de la stratégie globale de financement. En troisième mécanisme, on verra le mécanisme de compte courant associé au compte courant actionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mécanisme dans notre modèle. C'est des choses que nous mettons au devant pour permettre de constituer ce qu'on appelle l'apport personnel. Ça sera la première partie de la formation de ce jour. Et en deuxième partie, après la pause, nous ferons le mécanisme de ticket d'entrée, encore appelé mythe de la tontine. Qu'est-ce que c'est pas dans la tontine? Quand vous voulez entrer dans une tontine, tous ceux qui étaient avant vous n'ont pas la même valeur que vous. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que vous trouviez la tontine qui vous attire. À ce moment-là, vous payez ce qu'on appelle un ticket d'entrée. Nous, on appelle ça de la tontine parce que nous, on va expliquer ça en utilisant quelque chose que les gens aiment et qui a détruit nos économies. Les tontines ont détruit l'économie camerounaise. Ailleurs, il y a les tontines, oui, mais c'est toujours validé. Chez nous, on fait tout à l'envers. Parce qu'on a lié la tontine à de l'argent en espèces. Alors que ce n'est pas ça. Donc, mais comme les gens comprennent ça, on va utiliser ça pour leur expliquer un certain nombre de choses. Ensuite, on verra le mécanisme des copromoteurs contre les spéculateurs. Il y a généralement deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui investissent et s'impliquent. Il y a ceux qui investissent et ne s'impliquent pas. On va voir à quoi ça correspond. Et comme dernier mécanisme, on verra le mécanisme de l'allotissement. Le mécanisme de l'allotissement que nous appelons le mythe du terrain. Que nous appelons le mythe du terrain
et qui est un mécanisme qui permet de valoriser et de découper en lots. On découpe tout en petits lots afin que les gens voient que ça ressemble un peu au terrain. Parce que dans notre environnement, les gens ont beaucoup plus compris titre foncier signé par un notaire et les gens aiment bien avoir des documents rouges. Alors qu'ils peuvent aussi avoir un document notarié qu'on appelle les statuts. Et ces statuts la matérialisent qu'on appelle les titres d'action. Donc nous aussi, on verra ça. Alors, sans plus tarder, passons donc au premier mécanisme. Le mécanisme de l'investissement contre l'engagement, que nous appelons encore dépenses contre leadership. Est-ce que vous vérifiez le direct? Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement? Dans notre environnement, il se passe que généralement, l'investissement déjà réalisé, c'est ce qu'on vous demande dans les banques. Et dans notre environnement, les gens créent l'entreprise et ont la phobie du financement. Alors qu'on n'a même pas besoin de financement pour créer une entreprise. Si on l'a vu hier, et si vous n'avez pas compris ça hier, aujourd'hui vous comprendrez ça davantage. On n'a pas besoin de financement pour créer une entreprise. La nature n'a pas prévu que ça se passe comme ça là. Et comme j'aime souvent le dire, la nature ne vous donnera jamais l'idée et l'argent. C'est pas possible. Vous avez l'idée, quelqu'un d'autre a l'argent. Vous avez l'idée, quelqu'un d'autre a les ressources ou le cash. Et vous utilisez le mot argent, il faut pour qu'on se comprenne, mais ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser, ce n'est pas le mot approprié. Donc, dans notre environnement, il y a ce qu'on appelle donc l'investissement déjà réalisé, qui le plus souvent est les frais d'études, les frais d'établissement, c'est-à-dire frais d'études, fonctionnement, restructuration, premier fonctionnement d'une entreprise, exploration, études de marché, visite, enquête. Donc, tout ce qu'on fait pour que l'entreprise prenne corps, on appelle les frais d'établissement en comptabilité. Ça, c'est quelque chose pour lequel on dépense de l'argent. Donc, nous avons aussi les process, les formulations, les marques qu'on a protégées. Pour faire un produit comme celui-ci, vous avez vu, il y a les visuels. Il y a les visuels. Pour faire un produit comme celui-ci, il y a les visuels. Il y a des logos, il y a les marques et tout ça se protège. Alors, quand vous faites ça, il se passe que ça détruit l'entreprise. Si on considère uniquement les dépenses qu'on a fait pour avoir ceci, ça détruit totalement l'entreprise. Ça détruit totalement l'entreprise. Pourquoi? Parce que une entreprise ne se réduit pas à l'argent dépensé pour avoir tout ceci, pour avoir les formulations, les process, les protections. C'est pas ça. Le logiciel, le système, la façon de fonctionner, les procédures, les machines, la logistique, le matériel, les bureaux, les chaises. Quand quelqu'un vient dans votre bureau, vous regardez ça pour vous faire confiance. C'est pas ça. Oui, non, on aimerait venir dans tes bureaux, on me voit où tu es situé. C'est ça qui tue tous nos entreprises. On me voit où tu es situé. On dit que là, non, vraiment, ton truc là, c'est petit. Là, on est en train de tuer le projet. Parce qu'on réduit tout au physique. C'est ça le truc. On est en train de tout réduire au physique. Et c'est dangereux. C'est même très dangereux. Et c'est ce pourquoi nos entreprises ne prospèrent pas. Quand on se comprend, c'est pourquoi nos entreprises ne prospèrent pas.
financements déjà réalisés. Et nos banques aiment ça. Parce qu'on évalue, un expert comptable va évaluer quels sont les stocks, les encours, les installations. On voit le bâtiment, comment ça construit, tout, la cour, comment ça aménager. Il y a Madame Bondo qui dit toujours qu'il faut qu'on arrange bien avant que le banquier arrive. On arrange quoi bien? On arrange quoi bien? Elle dit nous, venez à Boulevard. Non, est-ce qu'il faut venir à Boulevard? Trouve-moi l'argent. Pour que nous on arrange, il y a trop de poussière, il y a la boue, il y a les herbes, on arrange le champ avant que les banquiers arrivent. Mais attends, ça c'est dingue ça. Donc ça veut dire que le projet va se réduire à ce que les gens voient. C'est ça le problème. Et du coup, les gens ne s'investissent pas en dehors de ce que on va voir. Quelqu'un de vous présente son projet en termes de sa voiture, sa maison, le nombre d'employés qu'il a, les produits qu'il a déjà fabriqués, la clientèle qu'il a. C'est ça le problème. On appelle donc ça la valeur patrimoniale parce que tout ça est justifié par les pièces. Tout ça, il y a les tickets de pièces, les factures. Et c'est ça qui donne la valeur patrimoniale dans le bilan d'une entreprise. Que vaut l'entreprise? C'est ça la DSF. Dans un projet, dans une entreprise, c'est ça la DSF. Et on le fait en oubliant totalement les engagements factuels. Les engagements qu'on touche du doigt. Quand vous avez quelqu'un qui vous approvisionne en plantain pour faire ces chips, est-ce que ça apparaît dans votre plan? Le fait de le connaître et qui vous livre depuis 5 ans, est-ce que ça apparaît dans le plan? Non. Cette personne n'est plus là, vous allez faire comment pour encore avoir du bon plantain? C'est un investissement ou pas? Comme on dit, il faut le commencer à zéro. Il faut le commencer à zéro. Oui, il faut le commencer à zéro. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette matière première? Comment est-ce qu'on fait? Je n'ai pas dit la matière première. Comment est-ce qu'on l'a? Je n'ai pas dit que la matière première. Je dis quand on achète, on l'a. Mais le fait d'aller au marché, si quelqu'un ne connaît pas le marché, il va se tromper. On appelle ça le sourcing. Après un temps, on connaît pour tel type de plantain, on va aller vers celui-ci. Pour avoir les rames, on va aller vers à tel endroit. Pour avoir les t-shirts, vous allez dans tel marché. Pour avoir les téléphones, vous allez au camp Yabassi. Pour avoir les pièces de voiture, vous allez au camp Yabassi. Ce sont des connaissances que vous avez. Et ça vaut un prix. Si votre chauffeur ne connaît pas le camp Yabassi, vous dites qu'il va vous acheter une pièce. Il va fouiller ça 10 ans, il va rien trouver. C'est clair. C'est clair. Si vous voulez une machine en Chine et que vous n'avez pas sur Alibaba, vous allez tourner en rond, et on va vous arnaquer. Alors en allant sur Alibaba, vous avez ce que vous voulez. C'est ça dans le souci et les relations. Comment est-ce qu'on obtient ces fournisseurs-là? Où est-ce qu'on les rencontre? Pendant les foires, pendant les voyages. La foire de Canton, la foire de Guangzhou. Quand vous partez à la foire, c'est pour rencontrer les fournisseurs. Mais, face à un banquier, vous allez lui expliquer ça comment? Dites-moi. Puisque on a été formaté au fait que nos banques n'acceptent comme investissement que ce qu'eux ils peuvent saisir. Si vous avez suivi une formation, vous avez payé 3 millions. Le banquier ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'il appelle ça non-valeur, on le suit. Alors on va se dire, c'est pas ça. Vous avez fait un voyage, participé à une foire, vous avez prospecté les terrains, vous êtes déjà allé visiter 100 terrains, à chaque fois qu'on vous dit qu'il y a un terrain à tel endroit, vous dépensez, vous payez les droits. Est-ce qu'il y a une preuve? Non. Mais au moins vous connaissez 50 sites qui ne peuvent plus appliquer votre usine. Donc vous avez avancé.
On a les employés, la formation qu'on leur fait faire, l'expérience qu'ils gagnent et le mentoring qu'ils acquièrent au sein de votre entreprise. Comment est-ce que vous expliquez ça aux banquiers? Dites-moi. En termes d'argent, je veux dire, il n'y a que la valeur. Il n'y a que la valorisation qui est différente de l'évaluation. Quand on évalue un employé qui a déjà fait 10 ans chez vous, on met quel montant d'argent? Est-ce que comptablement c'est prévu? C'est pas prévu comptablement, c'est pas prévu. La preuve, quand on décide de le former, il s'en va, il démissionne. Vous achetez une nouvelle machine, vous formez les gens, comment on va utiliser, tout. Quand la formation finit, il va travailler chez le concurrent. Même s'il a signé pour 5 ans, il ne part pas. Pourquoi est-ce qu'à l'aéroport, on bloque les fonctionnaires? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle